D'accord. Est-ce que vous avez un délai pour comment on dit, pour le développement de cet accord en fait? Le délai, oui, ça dépend parce que, comme vous savez, actuellement, Madagascar, on attend des financements en fait. On cherche des financements. On a déjà déposé des termes de référence de ce plan d'action auprès de la BAD, auprès des différentes entités, mais l'essentiel c'est que l'année prochaine, on va terminer ce plan d'action pour qu'on puisse directement entrer dans la mise en œuvre. D'accord, merci. La deuxième question, attendez, je regarde juste ma feuille. Donc, suite au blocage financier et à tous les effets négatifs engendrés par la crise actuelle, quel mécanisme de financement pourrait être plus approprié pour Madagascar, pour un pays comme Madagascar, dans le cadre du changement climatique? C'est une bonne question parce que comme nous sommes des pays en développement, nous, nous voudrions un mécanisme financier multilatéral en fait. Parce que là, pendant la crise, il y avait par exemple Fast Start. Et on a résolu le problème de Fast Start par une relation bilatérale. Donc c'est pour ça que Madagascar n'a pas bénéficié jusqu'à maintenant de Fast Start. Or, n'oublions pas que dans le cadre de fonds d'adaptation, Madagascar figure parmi les 13 pays qui bénéficient le fonds d'adaptation. Parce qu'il y a un projet d'augmentation, de résilience, de riziculture dans le premier grenier du riz de Madagascar. Ça, c'est un projet financé par le fonds d'adaptation. En plus, il y a un projet financé par le fonds d'adaptation pour les PMA aussi. Il y a un projet qui, à la hauteur de 10 ou 9 millions de dollars, qui sont en train on est en train de négocier ce projet avec l'agence d'exécution qui est le PNUE. Pour conclure, pour cette question, c'est qu'on préfère plutôt un mécanisme financier qui dépend de la Convention sur le changement climatique. D'accord. Encore deux questions, après je vous libère, ne vous inquiétez pas. La dernière question, l'avant-dernière question, c'est qu'en est-il des collaborations intersectorielles et interacteurs par rapport à la mobilisation contre le changement climatique? Et est-ce que vous pouvez illustrer par quelques exemples en fait? Oui, d'accord. Ça, c'est une bonne question parce que... Excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. Juste. Oh, attends. Non, pas de problème. question, c'est... Je vais vous la répéter. C'est qu'en est-il des collaborations intersectorielles et interacteurs, je pense des liens, par rapport à la mobilisation contre le changement climatique? Et si vous avez quelques exemples pour illustrer. Ah oui. Ok. C'est-à-dire, la question est focalisée sur les collaborations. Les collaborations entre les gens et les différents secteurs, en fait. Les différents secteurs et les acteurs pour la lutte contre le changement climatique. Ouais. Premièrement, Madagascar a ratifié la convention il y a depuis 1997 en fait. Donc ça fait plus ou moins 15 ans. Donc alors là, Madagascar a déjà élaboré sa première communication initiale et puis sa deuxième communication nationale sur le changement climatique. On est au début de troisième communication nationale. Quand on parle la communication nationale, c'est-à-dire il faut impliquer tous les secteurs. Parce que le ministère de l'Environnement ne peut pas faire seul cette communication nationale. Cela veut dire que les relations, la collaboration avec des autres secteurs a déjà débuté en 2000, quand on a commencé la première communication nationale. C'est-à-dire, on a des experts nationaux sur l'adaptation qui viennent des différents départements ministériels, y compris l'agriculture, ministère de l'eau, ministère de météorologie, ministère de l'énergie, ministère de décentralisation, etc., ministère de santé aussi. Alors, cela prouve que le ministère est ouvert à tous les acteurs. En ce qui concerne les autres acteurs comme les ONG par exemple,
Comme vous voyez, Madagascar avait un programme environnemental qui a duré plus ou moins 20 ans, 15 ans. Donc, ces acteurs-là, ils ont focalisé leurs efforts dans la protection de la biodiversité. Depuis peu, c'est-à-dire depuis il y a 3 ou 4 ans, ils commencent à voir l'impact du changement climatique sur la biodiversité malgache. Donc, ils ont réorienté leur programme vers le changement climatique. Donc, on est maintenant au début de la collaboration avec les entités, les ONG nationaux et puis les ONG internationales. Cela veut dire que le ministère, le gouvernement est ouvert à tout. La preuve, l'année passée, c'est le VVF qui a financé la validation nationale de la politique nationale pour la lutte contre le changement climatique. Merci. Donc, pardon, continue. à part ça aussi, on sollicite aussi les autres bailleurs de fonds, les autres ONG qui ont la possibilité de financer le ministère dans ce plan d'action. On est ouvert à tous les bailleurs de fonds, à tous les partenaires techniques et financiers. D'accord, merci beaucoup. Et la dernière question qu'on m'a demandé de vous poser, moi je vous en poserai peut-être une dernière à la fin aussi. Ah ouais. Aucun problème. Je peux répondre. Alors, pareil en fait pour les stratégies et programmes de changement climatique par rapport à la mauvaise gouvernance des ressources naturelles. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez me parler un peu de ça, par exemple du bois précieux, des tortues ou des industries extractives? Donc, est-ce qu'il y a des collaborations intersectorielles par rapport à ça, histoire de se mobiliser contre ça? Oui, d'accord. Comme vous voyez par exemple, quand on parle de la mitigation, Madagascar fait partie du PMA. On n'a pas d'obligation de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est clair. De toute façon, on a encore Madagascar est considéré comme puits, c'est-à-dire l'émission des gaz à effet de serre de malgaches par rapport à l'absorption des forêts est encore moindre. C'est-à-dire l'absorption est supérieure aux émissions des gaz à effet de serre. Cela veut dire que Madagascar, ce qui est prioritaire pour Madagascar pour le moment, c'est le développement. On s'aligne toujours sur les objectifs des groupes de négociation ici, c'est-à-dire d'abord le développement. Mais on fait le développement tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Comme vous voyez, je ne rentre pas dans les questions politiques, mais ce que je voudrais dire ici, c'est en tant que technicien, je voudrais vous dire que, par exemple, les industries extractives comme chérite et puis extraction minière, etc., pour l'économie malgache, on a besoin de ces industries-là pour qu'on puisse améliorer l'économie de Madagascar, en fait. Mais à propos de l'exploitation illicite des bois de rose, etc., ce que je voudrais dire, c'est que le gouvernement a fait un grand effort. Alors, si vous venez par exemple à Madagascar actuellement, ce n'était pas le cas il y a 2 ans. Donc il y a une réduction, c'est-à-dire l'État commence à maîtriser les exploitations illicites. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exploitation illicite. L'exploitation illicite égale 0 n'existait pas, je crois. Mais peut-être il y a une réduction. L'essentiel, c'est qu'on va vers la réduction de cette exploitation illicite de bois précieux. On va vers un mieux. On va vers un mieux. Ouais. Quelque chose qui est mieux. Exactement. Ok, moi j'ai 2 questions, 2 dernières questions. Ouais. On m'a pas demandé de poser. Pour vous, ce serait quoi un succès? Qu'est-ce que pour cette convention? Donc on arrive à, bon, là c'est le début, mais disons que le vendredi 9 c'est fini.
je ne sais pas, sur les sources de financement, qu'est-ce que vous attendez en fait des décisions qui vont être prises ici ces prochains jours? Et aussi par rapport au peuple malgache, comment eux ils doivent approcher le changement climatique en fait? Parce que c'est quelque chose de ces conventions qui sont très... les gens ne connaissent pas forcément, etc. Si vous deviez faire une recommandation, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? S'intéresser, changer leur comportement quotidien? Je sais, Ouais. c'est pas facile comme question, Ouais, mais... ouais, c'est pas facile, mais je vais essayer de le répondre en fait. Premièrement, enfin, ce qui concerne le résultat ici, comme tous les pays en développement, il y a déjà des draft textes à Ouais. propos qui est la mise en œuvre de l'accord de Cancun. Alors, ce qu'on voudrait avoir ici, c'est-à-dire une vision claire sur le KP d'abord. Ouais. Parce que le KP, l'année prochaine, ce sera la fin du KP. Ouais. Est-ce qu'on va vers le renouvellement ou bien va vers le deuxième période d'engagement? C'est ça ce qu'on veut, ça c'est clair. Et puis, toutes les activités, les actions dépendent du Fonds vert climat. Source de financement, Source justement. de Vous avez financement. parlé beaucoup de financement, Voilà. donc c'était... Il faut que cette fois-ci, il faut qu'on voit le bout du tunnel, en fait. C'est-à-dire, il faut que la décision soit claire. C'est-à-dire, pour cette source de financement, on doit avoir les procédures, les comités doivent être réglés, et puis de l'autre côté, les actions sur l'adaptation, le cadre d'adaptation aussi, et puis sur le NAMA des pays en développement aussi, doit être réglé. C'est ça. Si on arrive à avoir des décisions beaucoup plus pratiques dans ce domaine-là, je crois que Durban sera un succès. Pas l'air sur la bonne voie, mais c'est pas grave. Et puis l'autre, donc par rapport aux gens, par rapport au peuple de votre pays, parce que je sais, j'avoue, moi personnellement, je connais pas très très bien Madagascar, mais bon, je connais d'autres pays. Les gens connaissent pas, ils savent pas forcément ce qui se passe ici dans ces conventions. Oui. Au jour de tous les jours, dans leur vie de tous les jours, comment on peut engager les gens dans le changement climatique? Qu'est-ce qu'eux peuvent faire pour vraiment faire quelque chose? Ah ouais, c'est vrai. Ce que j'ai oublié tout à l'heure, c'est que Madagascar a commencé la sensibilisation depuis 2003. FONA a commencé la sensibilisation. FONA a déjà sensibilisé les maires, les maires des communes pour qu'ils puissent intégrer dans leur plan d'action régional les activités relatives au changement climatique. Alors, pendant les sensibilisations, ce que nous avons fait, c'est d'essayer d'informer les gens. Il faut un petit geste, par exemple. Il ne faut pas gaspiller, par exemple, l'énergie, par exemple. Il ne faut pas détruire les forêts. Quand on fait la sensibilisation auprès des paysans, auprès des communautés locales, souvent, ce ne sont pas les communautés locales qui détruisent les forêts. Ce sont des gens qui viennent de la ville, qui descendent à la campagne, qui détruisent les forêts. Parce que les villageois, ils savent bien que leur vie dépend de la forêt. Ils en sont conscients. Donc, ce que je voudrais dire à cette population-là, c'est essayer, d'après les sensibilisations que nous avons faites depuis il y a 10 ans, donc il faut qu'ils s'alignent sur les directives que nous avons déjà données à eux, c'est-à-dire en suivant une bonne conduite. Par exemple, ne pratique plus la culture sur brûlis qu'on appelle TAR. Ça détruit beaucoup de forêts. Mais tout ça dépend de l'économie. Si les gens restent pauvres, je crois que l'appel, la sensibilisation, c'est hyper difficile. Donc, c'est pour ça que j'ai dit auparavant que pour Madagascar, il faut d'abord avoir un développement durable pour que les villageois et puis la population puissent vraiment, comment dirais-je, protéger l'environnement et puis améliorer leur vie.